Je vous propose de nous retrouver dans le Grand Est, une partie qui nous est chère, qui est chère également, qui m'est chère, qui est chère au médecin urgentiste qu'on va retrouver tout de suite, qui est de formation médecin militaire et pour lequel effectivement je vais recueillir ce témoignage. C'est notre ami le professeur Raphaël Pitti. Alors, Non, comment vas-tu, cher Raphaël? très bien, Samia, très bien. Enfin, ça va. Oui. Aujourd'hui, d'autant plus que j'ai une journée de repos. Donc, je reprends normalement ce week-end, samedi et dimanche, en réanimation. Et aujourd'hui, je suis en repos. On rappelle un médecin urgentiste, anesthésiste, réanimateur de formation militaire. J'insiste parce que ce Oui. sera ton parcours de militaire pourra nous éclairer peut-être sur certains points si tu l'autorises. Comment ça va dans le Grand Est et en particulier en Moselle, là où tu exerces et où tu vis depuis quelques années maintenant? Quelle est la Écoute, situation? le sentiment, c'est que c'est relativement fluide, si tu veux, au niveau des hôpitaux. Tout d'abord, au niveau des urgences, les urgences ne sont plus embouteillées du tout. Les gens qui sont confinés chez eux n'ont plus d'urgence. Et donc, Mm. de ce fait, il n'y a plus du tout de patients et les services d'urgence sont relativement vides et ils n'accueillent pratiquement que ceux qui ont peur, qui sont suspects, si tu veux, ou de la petite traumatologie parce qu'ils ont voulu bricoler chez eux et ils se sont tapés sur le doigt avec le marteau. Donc, D'accord. on a cette pathologie-là. Et Mm. donc, ça permet au niveau des services des urgences de prendre en charge tous les patients qui se présentent, envoyés soit par leur médecin traitant, soit qui se présentent d'eux-mêmes, si tu veux. Et donc, ça n'est pas un embouteillage, on peut les prendre en charge. L'organisation générale est assez bien faite, dans la mesure où dès lors qu'un patient est suspect de Covid, il est envoyé dans une zone qu'on appelle le pré-cohorting. Hein, on est des cohortes avec pré-cohorting. Ils sont là. Là, on complètent leur bilan, le scanner, etc., en bilan, prélèvement et autres. Et puis, deuxièmement, à partir du pré-cohorting, ils sont orientés soit vers le cohorting lui-même, c'est-à-dire les zones où les patients nécessitant une hospitalisation sont mis. Alors, il y a plusieurs cohortings. Il y a les services de chirurgie qui ont été transformés en services de cohorting, qui reçoivent aujourd'hui que des patients Covid, bien évidemment. Il y a des services de médecine, de pneumologie, etc. La chirurgie de la tête et du cou qui est transformée en cohorting. Donc, de ce fait, ça crée une certaine fluidité dans la prise en charge, si bien qu'au niveau des urgences en particulier, c'est assez facile d'avoir une place. Comme tout le monde joue le jeu de la solidarité, on ne refuse pas de malade. Quand tu cherches une place d'un patient dont tu as fini le bilan en pré-cohorting, tu trouves toujours de la place assez facilement, y compris la nuit, pour faire sortir des malades. Mm. Alors, en réanimation, c'est le point rouge, au fond, Oui. où il y a beaucoup de malades en réanimation. Alors, ce qui est là aussi, il y a une bonne solidarité qui joue, c'est-à-dire que les patients qui sont d'abord en réanimation, eh bien, sont pris en charge dans la semaine qui est la semaine aiguë. Puis ensuite, au bout de 7 jours, lorsque le patient semble stabilisé dans son évolution et de sa maladie, à ce moment-là, on peut le transférer et on va jusqu'à le transférer en Allemagne. Mhm, mhm. Tout D'accord. Oui, on rappelle la proximité effectivement Voilà, géographique. Ouais. voilà, géographique avec l'Allemagne. Et donc, tout ça assure une bonne fluidité, hein, Mhm. de l'ensemble. Et on n'a pas ce sentiment de débordement, on a un sentiment d'afflux continu, d'accord, mais qui peut être géré. Oui, et donc les moyens matériels ou humains suffisants qu'on a évoqués, qu'on a criés haut et fort, Alors, ils étaient réels. bien, pour l'instant, eh bien, on fonctionne au fond comme un service normal. Les gens font leur temps de 8 heures ou de 12 heures, etc. Donc, ils ont des temps de repos possibles. C'est le cas pour moi aujourd'hui, où je suis de repos. Donc, ce qui fait qu'on a une activité qui n'est pas, on n'est pas obligé de rester 24 heures sur 24 à l'hôpital parce qu'il n'y a plus personne. Il y a Mm. une capacité, au fond, pour l'instant, de renouvellement, hein, des personnels. Le souci essentiel, bien évidemment, c'est que comme on est en situation d'isolement vis-à-vis des malades, de protection, c'est les surblouses qui posent problème, c'est les masques qui posent problème, et il y a des ruptures de temps en temps qui ne sont pas sans poser souci, quoi, Mm, véritablement. mm, On voit très bien en réanimation, en particulier, chaque fois qu'on rentre dans une chambre, il est important de s'habiller complètement, d'accord, avec un masque, avec un calot, avec une surblouse, avec un tablier aussi, avec des gants. Tout cela, quand on a fini, est jeté à l'intérieur, d'accord. Et la fois suivante, il faut recommencer. Quand on sait que les infirmiers rentrent et sortent dans une chambre de malade 8 à 10 ou 12 fois par jour, il y a une consommation très très importante de tous ces matériels. mm. On en est à quel stade de l'épidémie en Moselle?
je mets de côté, on fera référence au Grand Est et à Mulhouse, entre autres, la région Oui, de Mulhouse, oui. oui. Mais est-ce que le La pire est semaine à qui venir? vient, je Oui. pense que la semaine qui vient sera le pic, hein, vraisemblablement. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne teste pas l'ensemble de la population. Donc, on n'a aucune idée véritablement de où est-ce que nous en sommes. Donc, beaucoup, on ne teste que les patients qui viennent à l'hôpital et qui présentent des signaux respiratoires. Les autres personnes qui arrivent, qui sont suspects de Covid, pour autant, ils ne sont pas du tout prélevés. Et donc, on n'a pas une idée correcte et exacte du pic de l'épidémie. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que c'est 50% de la population? Est-ce que c'est 25% de la population? Ben, on ne sait pas du tout. Parce que comme beaucoup de cas sont asymptomatiques, d'accord, on ne peut pas savoir du tout qui sont les patients qui le sont et où est-ce qu'on en est du pic. Puis on a évoqué, là, on le connaît maintenant, des signes, des symptômes qui sortent des symptômes habituels, qui sont effectivement la perte d'odorat, ou même, Odorat. j'ai Oui, lu, est-ce que c'est vrai, des conjonctivites qui pourraient oui, oui, éventuellement orienter vers... oui. Conjonctivite, agnosie, perte du goût, perte de l'odorat et sans autre signe d'accompagnement chez des patients qui n'ont pas de rhinite, etc. Il y a une symptomatologie purement digestive ou simplement asthénique très importante chez les gens. C'est très varié au fond dans la présentation, mais on ne fait pas le Covid dans ce cas-là. Sans vouloir tirer de conclusions trop hâtives ou de donner des délais trop hâtifs, on en est encore on est dans un mode de confinement pour encore quelques semaines avec un dispositif. Eh ben, tout à fait. Et dans la mesure où on ne contrôle pas les Covid, on ne sait pas. On ne sait pas exactement au fond quel est le taux de récession, c'est-à-dire combien un patient contaminé Mm. est-il capable de contaminer à son tour. On évoque 3 personnes. On dit c'est 2,5 à 3 personnes. Un contaminé fait 2 ou 3 personnes. En Mm. fait, on n'en sait rien exactement puisque comme on ne prélève pas, Oui. alors on n'a pas une idée globale de l'évolution de cette épidémie. La seule façon de faire, ce serait d'avoir effectivement un prélèvement systématique de la population. Et même pour aller plus loin, il faudrait avoir les anticorps. Doser les anticorps de la population pour voir où elle en est, parce qu'il y a des gens totalement asymptomatiques, d'accord, mais qui ont des taux d'anticorps déjà, qui ont déjà développé, puisque les anticorps apparaissent au bout du 10e jour à peu près. Donc on pourrait savoir où on en est. Si on voulait être plus exhaustif, plus scientifique, on ferait comme ça. Parce Mm. qu'on ne sait pas, alors ça reste un tout petit peu irrationnel, ce confinement général de la population. Mm. Toi qui es médecin humanitaire, autant dire que tu en as vu d'autres, c'est quand même dans un milieu, dans un pays, avec des moyens humains et techniques et moyens d'accueil quand même qui sont assez performants. Euh, c'est quoi ton sentiment? Il faudra tirer des leçons de cette situation, de ce qu'on est en train de vivre. Oui, je crois vraiment. Il y a un côté irrationnel dans la prise de décision qui est parti depuis la Chine, hein, avec ce confinement de population, etc. Et quelque part qui n'est pas sans m'interpeller moi-même. Je prends par exemple la grippe. On a confiné les populations dont le but essentiel était de pouvoir gérer le flux des malades arrivant dans les services hospitaliers et pour faire en sorte de sauver le maximum de gens en ayant un flux continu plutôt qu'une épidémie brutale, importante, saturant l'ensemble des structures hospitalières avec peut-être des morts inappropriées, quoi, Mm. inacceptables. Voilà. Donc on a préféré étaler cette épidémie en confinant la population. Très bien. Ça, je le comprends. Tous les ans, en France, il y a 10 000 personnes qui meurent de la grippe. Ce n'est pas rien, 10 000 personnes. Surtout, bien entendu, une population âgée qui meurt de la grippe. Or, nous avons un traitement préventif. Nous avons la vaccination. Mm. Et cette vaccination n'est pas rendue obligatoire pour les personnes qui sont à risque. Elle est proposée, elle est recommandée, mais elle n'est pas rendue obligatoire. Donc, ce qui veut dire qu'on accepte qu'il y ait des morts liées à la grippe. D'accord? Et là, globalement, on peut se dire, on confine tout le monde, jeunes, personnes âgées, etc. Et, mais au fond, pour sauver des gens. Mm. Mais pourquoi ne le fait-on pas pour la grippe? Mm. Pourquoi pour la grippe, on n'oblige pas toute la population fragile, vulnérable, à se vacciner et que ce soit obligatoire? Non. On tolère 10 000 morts par an. Mm. Il y a quelque part aussi à se poser des questions.
entre l'un et l'autre cas. Parce que ça n'est pas sans incidence, ce confinement-là. Une population générale peut avoir des conséquences économiques, d'accord, qui vont à l'encontre même de ce que nous recherchons. C'est-à-dire que si demain on est obligé, parce qu'en plus on ne teste pas systématiquement la population, donc on va aller vers un confinement de 6 semaines, peut-être plus, parce qu'on ne sait pas exactement l'évolution de l'épidémie, alors on a l'impression que la vie s'arrête, mais la vie économique, la vie culturelle, quelles sont les conséquences d'arrêter la vie économique sur les populations les plus fragiles, sur les petites et moyennes entreprises, etc. Tout ça n'est pas sans poser des problèmes, parce qu'il faut savoir maintenir la vie. Et maintenir la vie, c'est aussi maintenir la vie économique d'un pays, et en particulier pour les plus fragiles. Et on rappelle on vit dans un pays, la France, économiquement qui était assez stable avant cette épidémie. On n'évoque même pas un continent qui nous est cher, qui est l'Afrique, et les pays, et entre autres de l'Afrique du Nord, qui sont en train de vivre les premiers cas, qui sont en train de recevoir de plein fouet l'épidémie, avec effectivement des moyens de prise en charge qui sont quand même nettement moins optimum que ceux dont nous bénéficions. Alors, je disais sur la manière, ce ne sera plus jamais comme avant, il faudra revoir sans doute le système de prise en charge. L'armée est intervenue. On a sollicité d'ailleurs l'armée, ou est-ce que c'est l'armée qui s'est proposée pour mettre en place un hôpital de campagne à Mulhouse, dont on décrit effectivement un peu la lenteur de la mise en place de ces moyens. Alors, la faute à qui? On ne peut pas incriminer l'armée, là, en l'occurrence. Il faut comprendre un peu, depuis déjà une vingtaine d'années, le format du service de santé des armées s'est réduit comme peau de chagrin peu à peu, où tous les hôpitaux ont progressivement fermé. L'hôpital de Metz, par exemple, tout a été, en 10 ans, on a fermé la réanimation, on a fermé la chirurgie, on a fermé la pneumologie, on a fermé l'ophtalmologie, on a fermé la gastroentérologie, on a fermé tous ces services. Et donc, dans les hôpitaux, un des hôpitaux les plus prestigieux du service de santé des armées, qui est l'hôpital du Val-de-Grâce, a fermé lui aussi. Il ne reste plus que 2 grands hôpitaux à Paris, sur ce qu'on avait auparavant. Donc, tout ça est devenu peau de chagrin. Quand on dit peau de chagrin, ça veut dire aussi que les personnels ont été modifiés en conséquence pour ne répondre qu'aux besoins des hôpitaux qui restent encore. La mobilisation de ces hôpitaux de campagne, elle est déjà fixée en temps de paix, c'est-à-dire que beaucoup de médecins, d'infirmiers ont une double affectation. Ils ont l'affectation de temps de paix dans un hôpital et ils ont une affectation dans un hôpital de campagne, puisqu'il y en a plusieurs qui existent sur le papier, qui sont logistiquement existants, potentiellement existants, dans lesquels ces personnels ont une double affectation, ils sont affectés à un hôpital de campagne. Ce qui veut dire que quand on dit, par exemple, on va ouvrir un hôpital de campagne à Mulhouse, ça veut dire qu'on va prendre du personnel de ces hôpitaux pour aller armer cet hôpital. Pas le matériel existe déjà pour l'hôpital, mais la logistique aussi, les tentes, etc., tout ça existe, avec des administrateurs, etc., mais les personnels sanitaires, les personnels de santé, les soignants sont pris sur les hôpitaux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tous les hôpitaux militaires participent à l'effort de prise en charge de l'épidémie. Les hôpitaux militaires sont ouverts aux services de santé publique civile. Donc, ils sont déjà pleins de malades. Et donc, on va prendre du personnel sur ces hôpitaux pour aller les mettre dans un hôpital de campagne pour renforcer un autre hôpital. On en voit tout à fait des limites aujourd'hui de cela. Ce qui est acceptable en situation de conflit, en situation de projection, etc., peut l'être. Mais dans cette situation aujourd'hui, les hôpitaux vont souffrir parce qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul. Le médecin humanitaire, le médecin de médecine de guerre, le médecin urgentiste que tu es, qu'on a connu étant sur tous les fronts et entre autres en Syrie, à Gaza, ailleurs, est aujourd'hui en France, mais on n'oublie pas que les conflits continuent. Bien sûr. Tu as des pensées, tu as des nouvelles des personnes? Oui, constamment. Et donc, en particulier dans la zone du nord-ouest de la Syrie, la zone de Idlib, où il y a maintenant 1,2 million de personnes qui sont contre la frontière turque, là, et dans une situation de dénouement total.
avec énormément de difficultés. Alors, il y a moins de bombardements depuis la trêve, bien évidemment. De ce fait, ça permet de un peu mieux s'organiser, mais comme tous les hôpitaux ont été détruits, largement 74 structures sanitaires ont été détruites entre les centres d'ambulance, les centres de soins primaires, les hôpitaux, on a un vrai problème pour assurer le soutien sanitaire de cette population qui est éparpillée en même temps. Ils sont allés se poser là où ils pouvaient se poser. Donc, c'est très compliqué. Nous avons mis en place, nous, au niveau de l'USSM, l'Union des organisations des secours et des soins médicaux, avec laquelle je travaille depuis 9 ans, des hôpitaux et des cliniques mobiles qui permettent d'aller vers ces populations. Nous n'en avons pas assez pour couvrir 1,2 million de personnes. Nous sommes encore dans une situation de pathologie saisonnière, bien évidemment, et maintenant se surajoute le coronavirus, qui, dans une population qui est fragile, une population dont nous avions fait une étude l'an dernier qui montrait que 54% des personnes dans les camps souffraient de malnutrition. Et là, bien évidemment, celle-ci ne peut que s'aggraver. Le stress qu'ils subissent en permanence, la malnutrition, les conditions de vie qui sont les leurs, etc., tout cela fait que leurs défenses immunitaires sont affaiblies et qu'ils vont être les premiers touchés par cette épidémie, en sachant qu'il y a beaucoup de cas déjà en Turquie, d'accord. La Turquie a fermé une partie de sa frontière, bien évidemment, elle laisse passer l'humanitaire, mais les gens ne peuvent pas traverser comme ils voulaient, justement pour ne pas contaminer la Turquie qui a fermé sa frontière, comme nous l'avons fait nous-mêmes, avec l'Italie, etc. Et les Turcs ont fait ça aussi avec la Syrie. Donc on voit toutes les difficultés dans lesquelles nous sommes. Nous avons, au niveau de la cellule de crise, du centre de crise des affaires étrangères françaises, mis en avant la situation critique sur le plan santé. Nous avons eu une réunion et la France a débloqué 10 millions d'euros pour apporter son aide humanitaire à cette population-là. Et nous avons reçu 1 million d'euros, dont 500 000 euros doivent être orientés plutôt vers la lutte contre le Covid-19. Alors nous sommes en train de réfléchir à un projet d'aide justement et de lutte contre le Covid-19. Nous sommes donc en relation avec le responsable médical du comité civil de Idlib pour voir ce que nous pouvons faire. On a imaginé peut-être de faire un camp spécifique Covid de tous les patients suspects de manière à les isoler du reste de la population. Chaque fois qu'il y a un cas, qu'ils soient isolés et mis dans ce camp où là on peut à ce moment-là les prendre en charge, les soigner, etc. Bien évidemment. Mais cette population, on va en payer le prix, en particulier les gens âgés. C'est important parce que c'est vrai qu'on s'inquiète de ce qui se passe chez nous, à côté de chez nous, mais il ne faut pas oublier que les conflits continuent, Covid ou pas Covid, et que, comme je disais tout à l'heure, plus ne sera jamais comme avant. Peut-être dernière question en tant que professionnel de santé, on sait que quand même vous êtes tous infirmiers, médecins, les premiers en première ligne, bien exposés. Aujourd'hui, vous bénéficiez quand même des moyens de protection optimum ou pas? Ce qui n'a pas été le cas au début de l'épidémie. Oui, absolument. On a tout ce qu'il faut pour se protéger dans les services de réanimation, dans les services d'urgence, dans les hôpitaux, je dirais. Par contre, on est consterné du manque de protection pour les personnels soignants, pour les personnels travaillant dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, les centres pour handicapés et autres. En particulier, hier après-midi, j'ai fait une expérience. Ma fille, qui est infirmière coordinatrice de soins sur deux EHPAD, 2 maisons de retraite, était concernée parce que la majorité de ces résidents étaient fébriles. Certains avaient de la diarrhée, d'autres de la toux, etc. Sur l'ensemble de cet EHPAD-là en particulier. Et normalement, dans ces résidences, les patients gardent le contact avec leur médecin traitant. Individuellement, puisqu'ils sont résidents dans une maison de retraite. Et en fait, les médecins traitants ne se déplacent plus, puisque l'EHPAD est confiné. Donc, les médecins n'y vont plus. Et donc, elle était très ennuyée et elle m'a demandé d'y aller pour lui apporter de l'aide en tant que médecin, là. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'eux qui étaient directement en contact avec patients suspects d'être des Covid, tous 38, 39 de température, tous âgés, etc., ils n'avaient pratiquement pas de moyens de protection. Il y avait une surblouse, et puis un calot, et puis des gants. Et c'est tout. Quand on voit dans les services de réanimation ou les urgences, comment nous nous habillons, nous, avec la surblouse, avec les gants, avec le masque, etc., avec les lunettes, tout,
D'accord? Avec un matériel qui a une durée de vie relativement courte, en plus. Je crois que Évidemment, évidemment. il Voilà, faut le changer évidemment. plusieurs fois par jour. Ouais. Plusieurs fois, à chaque fois qu'on rentre dans la pièce, etc., nous sommes tenus de nous changer. Et quand je vois comment j'ai vu la distribution de la nourriture hier par les femmes de service, etc., qui n'avaient qu'un masque et des gants. Et elles distribuaient de la nourriture à ces personnes. Et elles les aident aussi à manger, et elles leur fait leur bain, etc. Donc il y a un discours qui me paraît pas normal. Ce sont aussi des personnels qui sont soignants, au sens large du terme, hein, mais qui n'ont pas la protection nécessaire. Puis, tu sais, il faudra tirer le leçon. Enfin, on est dans une situation de catastrophe, même si je pèse mes mots, tu as vécu des situations de catastrophe en milieu de guerre, en milieu hostile, qui sont loin d'être des situations compliquées pour ce que nous vivons nous, mais il faudra revoir, il faut repenser, il faut tirer le leçon de tout ce qu'on est en train de vivre. Je pense qu'il est important que chacun d'entre nous sorte différent, d'accord, de ce qu'il était en rentrant dans cette période de crise. C'est une leçon non seulement d'une manière générale, je dirais pour le service de santé en général, pour un pays en général, mais peut-être que pour chacun d'entre nous, il est important peut-être de profiter de cette situation de crise, d'accord, pour réfléchir à ce que nous sommes nous-mêmes. Voilà. Et que nous sortions différents, en tous les cas, de la manière dont nous sommes rentrés dans cette crise. Oui, J'espère, oui, j'espère qu'on se reverra bientôt à Metz ou à Thionville, si oui, Dieu veut. si Dieu le veut, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, professeur. Tu prends bien soin de toi et à Merci, bientôt. Prends soin Sophia. des tiens Merci. aussi.